Bienvenue à tous pour cette session Open Source AI Framework, donc Monde pas Oracle, et aussi agent Monde Oracle. Pourquoi le serverless est très intéressant. Je m'appelle Christophe Pruvot, je travaille dans les équipes Europe d'experts, AI Serverless Black Belt, et je vais, après un bref rappel de certains concepts, moins de 10 minutes, rassurez-vous, on passera directement à 5 démos pour vous montrer ce qu'on fait Oracle chez certains clients ou certains concepts qu'on essaye de travailler et tests qu'on fait avec le AI. Bien évidemment, je commence par un Safe Harbor Statement pour Oracle, et puis quitte à en mettre un, j'en ai mis un pour moi aussi. Donc attention, Christophe Pruvot peut générer des réponses qui contiennent des erreurs. Okay. Je trouvais ça sympa finalement de se dédouaner. Oracle a son disclaimer. Les agents AI ont leur disclaimer. Du coup, j'ai mis le mien. Alors, l'agenda. Le chaos AI actuel, très bref. Pourquoi construire un agent, c'est facile, mais évidemment, le mettre en production, c'est plus difficile. Le pattern AI standard utilisé sur les 5 démos qui suivent, que je liste pas parce que on va passer du temps dessus, une conclusion et une dernière nouvelle sympa qui est arrivée récemment. D'accord? Alors, le KO AI, vous le connaissez tous. On a pléthore de frameworks AI open source et franchement, c'est top. Vraiment, c'est vraiment top. C'est souvent des très bons frameworks. Je pense que chacun a son utilité en fonction du cas d'utilisation. Crew AI, équipe d'agents, vraiment top. LangChain, LangGraph, Longsmith, un trio merveilleux. Autogène aussi. Du low-code avec N8N, etc., etc. Donc, on a pléthore de choses et finalement, développer aujourd'hui un agent AI, vous allez trouver votre bonheur et c'est assez facile. Chez Oracle, on travaille énormément. Le focus, c'est le AI, déjà depuis plusieurs années. On a aussi pléthore de services. Donc ça, avant de développer des choses, etc., il faut d'abord regarder ce qu'il existe. Et c'est exactement pareil. On est dans le chaos, c'est-à-dire c'est riche et il faut savoir tout ce qu'il y a pour savoir comment aller prendre la bonne partie pour son projet. On va utiliser les deux. C'est pas parce que Oracle, on a plein de services AI ou que l'open source a plein de frameworks que finalement les deux ensemble n'ont pas de réalité. La réalité, c'est que souvent vous allez mixer, d'accord, des services managés AI avec de l'open source. C'est ça la réalité. Et pour le coup, vous allez obtenir une solution qui est bien plus puissante et qui est très intéressante. Et comme les structures AI peuvent être distribuées avec MCP, etc., franchement, il n'y a aucun souci pour faire ça. Et c'est la plupart du temps, c'est ce qu'on va observer. Alors, la différence, c'est la AI stack, elle est déjà prête pour la production. Elle est secure, elle est performante, elle est souvent monitorée, etc. Ce qui ne va pas être le cas d'un framework AI, mais qu'on va souvent utiliser dans son projet en plus de la stack Oracle. Donc, on va devoir finalement gérer ça en production. Sachant qu'en plus, on a des limitations qu'on connaît tous, je les rappelle. Par défaut, un LLM, ça prend de la drogue, donc ça a des hallucinations, il faut faire gaffe. Par défaut, un LLM, ça a une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que ça ne se rappelle pas ce que vous avez donné avant. C'est pour ça que, par exemple, sur les services oraux, vous avez souvent la partie mémoire qui est là. Et par défaut, le coût, c'est un peu un mystère. C'est pas cher, mais c'est un mystère qui dépend du nombre de tokens en input et en output. Donc tout ça, ça fait qu'on a un certain nombre de choses à suivre en production. Okay, pour déployer ce code, qui est très facilement réalisable, à la fois un code qui utilise de l'open source, qui utilise des agents Oracle, le serverless, ça va vraiment être top. Le framework vous permet de décider ce que vous faites. Le serverless vous permet de décider comment ça tourne. Premier service, c'est Container Instance. Donc, un service, serverless compute service. Vous avez juste à déployer votre image Docker. C'est très, très simple. Vraiment, très facile à utiliser. Donc, tout à fait à envisager en termes de cible de déploiement. Deuxième service, Function. Pareil, vous déployez une image Docker qui tourne un agent. Le gros avantage de Function, c'est qu'on va être sur des architectures plutôt event-driven, c'est-à-dire un événement
déclenchement de la fonction. Avant, ma fonction avait un code statique. Aujourd'hui, ma fonction, je lui donne un code dynamique, c'est-à-dire avec un cerveau AI. C'est quand même aussi beaucoup plus puissant. Et enfin, le dernier élément pour déployer, ça va être Kube, okay, Kubernetes. Alors, sur Oracle, on a plusieurs options pour avoir un serveur Kubernetes. Et là, pour l'EI et déployer une image Docker EI, on va utiliser la plus simple, c'est-à-dire Virtual Node Serverless Kubernetes. On s'occupe de rien. Okay, on crée le Serverless Kubernetes sur OCI et ensuite, on ne gère pas la création de nodes. Tout est géré automatiquement. Okay. Et pour la production, eh bien, on va profiter de tous les services Oracle, OCI, pour suivre ses agents, Application Performance Monitoring, le logging, l'API Gateway, on verra pourquoi, Resource Stack Manager, Terraform as a Service, les réseaux, etc., etc. Vous comprenez l'intérêt, évidemment, d'un environnement cloud comme celui-là pour avoir tout un ensemble de services qui facilitent le suivi en production. Pour ce qui est des démos, on va utiliser un pattern standard que moi j'aime bien, l'orchestrator agent, il y en a d'autres. Ok, je vous explique celui-là, c'est celui que j'utilise souvent, où on a un agent en centrale qui utilise un modèle derrière, soit Oracle, soit pas Oracle, et qui peut utiliser aussi un RAG derrière, donc une service vector pour chercher sur des fichiers, etc., qui va utiliser des tools qui contiennent de l'intelligence. Cette intelligence, elle vient de vous, de vos collègues, de votre entreprise. Okay, et vous allez transcrire cette intelligence sous forme d'un outil que vous allez donner à l'agent. Parce qu'initialement, l'agent n'est pas forcément très performant sur la problématique que vous avez à résoudre. Du coup, ces outils qu'il va utiliser vont le rendre plus performant. Et bien évidemment, un agent peut appeler un autre agent qui peut utiliser des tools, etc., etc. Vous connaissez probablement cette architecture, orchestrator, agent. On va aussi utiliser du MCP, donc the USB-C protocole like pour les agents, où je peux du coup démarrer un agent qui démarre son MCP serveur, utilise des outils déjà fournis, ou démarrer un agent qui contacte à distance un serveur MCP qui a déjà des outils déjà prédéfinis. Parfait, maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la partie démo. Alors, on commence par ce premier cas d'utilisation, qui est un cas vraiment classique en termes de sécurité, où on va essayer de déterminer qui a modifié une security list sur un sous-réseau. Okay, bon, une modification, c'est un ajout ou une suppression d'un port sur une security list. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sensible. Là, on va utiliser OCI Generative AI Agent, okay, avec quelque chose qui s'appelle les Function Calling Tools. Alors attention, rien à voir avec OCI Function. Okay, donc ça, c'est une fonctionnalité d'OCI Agent, Function Calling Tool, et on va voir que ce code est déployé dans une fonction qui se déclenche sur un événement. Okay, et l'événement, bien évidemment, c'est la modification de la security list. Allez, c'est parti. On va se connecter sur l'environnement Cloud Oracle. Vous pouvez voir ici que une règle, donc l'ouverture d'un port 1, 2, 3, 4 a été effectuée sur une security list. Très bien. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Une règle avait été définie dans Event Service qui consistait à dire chaque fois que j'ai un update sur une security list, alors j'envoie l'information, okay, à une fonction qui s'appelle ici AI Function App, okay, et une notification, c'est-à-dire un email. Okay. Donc on peut voir que l'email a été envoyé. Si on regarde un petit peu la tête de l'événement, je l'ai ici. Donc ça, c'est le code de la fonction. Vous voyez la tête de l'événement qui est arrivé par email, c'est ça. Parfait. Donc un format JSON classique. Okay. Pour le coup,
la fonction utilisant le code EI s'est exécutée, ok, et au bout du bout, j'ai reçu un email avec une security list update alert où l'on voit effectivement eh bien, que le port ajouté a été détecté. Alors, comment techniquement ça fonctionne? Techniquement, on utilise un agent. Okay, cet agent est défini au niveau d'OCI Generative Agent. Il a différents tools. En termes de tools, vous savez qu'il peut y avoir un RAG tool, un SQL tool, un custom tool, donc l'appel ici d'un serveur MCP, etc. On peut mettre un autre agent comme étant un tool d'un agent, etc. Mais ici, en fait, on a utilisé une function calling tool. C'est quoi? Alors, il faut vraiment comprendre que on décrit la logique de fonctionnement et du tool au niveau de l'agent, mais c'est pas lui qui possède le code. Hein, ok? C'est pas lui qui possède le code, c'est lui qui dit par contre quel code on va appeler. Donc là, on a défini cette fonction de sécurité dont le but est un outil qui consiste à aller interroger audit-log, qui est ici audit-log, qui permet bien évidemment d'attraper tous les événements qui ont lieu sur mon tenant. Et donc, bien évidemment, sur la security list et l'update, je vais avoir des logs. Et l'objectif, eh bien, de cet outil, de ce tool, c'est d'aller chercher ces logs pour déterminer qui a effectué la modif. Autre function call tool, eh bien, envoyer un email. Une fois que j'ai déterminé qui a envoyé, qui a modifié la security list, du coup, j'envoie un email. Alors, si on regarde un petit peu, du coup, le code ici, on voit que si je fais tourner juste le tool qui est dans la fonction ici, hein, le tool, si je le fais tourner juste en test, où je check avec l'audit, ben vous voyez qu'il va me trouver le coupable. Il va me trouver le coupable, c'est Christophe Pruvot, donc c'est moi. Et on voit que, effectivement, une règle a été ajoutée sur la security rule. Okay. Comment ça fonctionne exactement, ensuite, le code? Ici, on a un code, mais en fait, c'est vraiment très très simple. C'est que ce code de l'agent va simplement échanger avec l'agent et donc avec derrière un LLM. Et en fonction du message qu'on va lui envoyer, il va nous dire « Ah bah oui, bah là, tu es dans un cas où utilise tel tool. » Et du coup, mon code côté client va utiliser ce tool parce qu'il connaît. Donc en gros, je fais la relation entre l'agent qui connaît la logique qu'il faut implémenter, mais qui n'a pas le code lui-même. Donc c'est un cas très particulier d'implémentation, hein, on est d'accord. Et qui appelle mon code au niveau du client. À ce moment-là, le client lui renvoie le résultat et à nouveau, l'agent interroge le LLM qui lui dit, bon, ben, en fonction de ce résultat, maintenant, c'est un autre outil que tu dois appeler, donc une autre fonction. Donc, il renvoie ça à mon client qui dit, ah, mais moi, je l'ai, la fonction envoyer un email et qui envoie un email. Donc, voilà un petit peu la logique. Et pour vous démontrer vraiment la logique, c'est assez simple. Si je peux regarder, je prends juste ici l'événement, voilà. Je vais au niveau de l'agent, ici. Alors, je vais trouver l'agent qui va être par là. Agent, il est là. OK. Je vais déclencher un chat pour finalement simuler exactement qu'est-ce qui se passe en termes d'échange avec cet agent et le modèle qui est derrière. OK. Donc là, je sélectionne mon agent SecAgent, le endpoint, et il me dit, donne-moi le JSON event. Okay, donc cet agent, il sait sur quoi il travaille. Donc je lui donne le JSON event. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet événement? Ok. Donc il faut bien comprendre que le code, avec cet événement, ici, il me dit, la réponse qu'il va envoyer côté client, c'est utilise ton outil Security List Updater Tool, ok, pour aller rechercher qui a fait la modif. Parfait. Là, dans le test, on voit le résultat de cet outil. Alors, je vais le donner ici directement, le résultat de cet outil, et je lui dis, bah, voilà, le code a tourné, voilà la réponse. OK? À ce moment-là, il me dit, OK,
j'ai la réponse, c'est parfait. Et bien maintenant, tu vas utiliser ton outil, envoyer un email. OK, email sent, ce sera la réponse de l'outil après envoyer finalement l'email. Et le résultat final est là. Donc, on reçoit l'email. Donc, vous voyez bien que cet échange ici entre le code client et l'agent, on a plusieurs allers-retours, d'accord? Et c'est vraiment l'agent qui contient la logique, mais ici, c'est très particulier, c'est le client qui contient le code. Comment on peut observer ça? Bien évidemment, on a les logs au niveau de la fonction, mais de manière beaucoup plus sympathique. Si on regarde ici ce code, on voit qu'on a utilisé la librairie OpenTelemetry. Et pour le coup, on va utiliser le service trace avec OCI, ce qui va nous permettre d'avoir et de visualiser exactement l'enchaînement des échanges entre le code client, la fonction et l'agent. Okay, et ici, vous pouvez voir tous les temps d'exécution, à la fois de l'outil qui a été cherché qui était responsable de la modification, et à la fois de l'envoi de l'email. Donc, pour le coup, vous pouvez tout suivre en production, et vous avez vraiment ici un vrai exemple d'un vrai projet et d'une implémentation qui va servir à contrôler les actions d'ouverture et de fermeture de port sur une security list d'un réseau. OK, donc ce premier point est traité. Alors, on passe maintenant à une démo dans le monde Oracle, après une première démo dans le monde du cloud. Le cas d'utilisation vraiment correspond au monde Oracle, c'est-à-dire le besoin initial du client était d'inspecter un mapping d'un produit ELT, Oracle Data Integrator, tous les jours, et de vérifier deux choses. De vérifier, que dans les modules de connaissance de ce produit, j'ai pas envie de détailler ce qu'est un module de connaissance d'ODI, mais en gros, dans ces modules de connaissance, il y a des procédures PLSQL qui peuvent être utilisées. Et l'idée, c'était de vérifier que ces procédures PLSQL existent bien sur les environnements cibles où va tourner ce mapping et donc où va tourner ODI. Et le deuxième besoin était de regarder les requêtes générées par les mappings sur un environnement de façon à voir si ces requêtes étaient optimisées d'un point de vue Oracle. OK ? Donc, ce projet a été réalisé avec Autogène, pour vous montrer un petit peu là, ici, cette démo, ce proof of concept a été réalisé avec Autogène, qui est un framework aujourd'hui qui est Microsoft. Alors attention, Autogène, il y a deux parties, il y a toujours le Autogène open source, il y a le Autogène Microsoft. Moi, je suis parti du Autogène Microsoft. Et l'idée, c'était donc de fournir une requête SQL et de voir et d'avoir un agent capable de me donner une optimisation de ce SQL ou de donner un avis d'optimisation. On peut le tourner évidemment à local parce que c'est un code pouvant être utilisé par éventuellement un développeur mais bien sûr, c'est beaucoup plus simple de le déployer dans une fonction de façon à ce qu'il soit accessible par tout le monde. OK, donc on est parti sur la démo et on arrive donc ici sur l'environnement OCI. Alors, sur l'environnement OCI, j'ai une DB System Cloud ici qui tourne 19C, OK, et qui va servir donc à notre petite démo. Alors, c'est sur cette PDB de cette DB qu'a été déployé un repository d'ODI. Repository d'ODI, c'est ce qui va contenir tous les mappings effectués dans Oracle Data Integrator, donc cette ELT. OK. Une fonction qui a été déployée, myUIFunction ici, qui contient le code Autogène, donc est un framework open source pour gérer des agents. Et donc, on va regarder un petit peu le code. Alors, très rapidement,
C'est toujours la même chose. Le but, c'est vraiment de ne pas rentrer dans le code, mais l'idée, c'est, vous voyez ici ce code qui a été écrit donc en Python, il utilise le framework donc Autogène. C'est toujours pareil. Cette fois-ci, le LLM n'est pas un modèle Oracle, hein, comme précédemment, okay, mais c'est un modèle ChatGPT. Okay, donc GPT-4.0. Okay. Comme toujours, c'est toujours la même chose. On a un agent qui travaille en LLM et ici, on a deux tools. Donc, on a un premier tool qui est un SQL Analyzer. Donc, du coup, on a un code Python qui va tourner ici le code SQL, qui va obtenir le plantable, pour ceux qui connaissent comment on optimise un SQL avec Oracle, qui va avoir le bilan du plantable. Et c'est ce plantable qu'on va donner à l'agent, hein, tout simplement. Et évidemment un autre tool ici qui envoie un email. Alors à chaque fois ici dans les démos que vous voyez envoyer un email, bien évidemment j'ai utilisé OCI Email, donc le service d'email sur le cloud Oracle. Okay. La première fois, donc on fait tourner ici cette requête. Voilà, une requête. Alors, c'est une requête vraiment prise pour la démo. En fait, cette requête, vous voyez qu'elle tape sur le repository d'ODI. Okay, et elle donne des réponses. En l'occurrence, elle permet de ramener toutes les lignes d'un module de connaissance. Elle permettra de trouver si on a une procédure PLSQL qu'on peut trouver plus tard. Mais elle peut servir du coup d'exemple en termes d'optimisation de requête. Quand cette requête tourne, est-ce qu'elle est vraiment optimisée? Okay. Donc, si on fait tourner le code en local, ici, vous voyez que l'optimiseur agent avec Autogène fait tourner la requête, utilise son code pour obtenir le plan d'exécution dans OracleDB, envoie ça à l'agent qui discute avec ChatGPT, qui va faire ses recommandations et qui du coup va construire aussi un email à envoyer directement via OCI Email. Le résultat est envoyé, c'est parfait. Ici, vous obtenez le résultat sous forme d'email. Voilà la requête analysée. Les recommandations ici, je remarque bien évidemment que je fais un full table scan, c'était pour la démo, et bien évidemment tu dois tourner, créer cet index qui améliorera grandement la vitesse d'exécution de cette requête et tout un tas de choses, blablabla, blablabla. Okay. Donc ça a été exécuté directement en local. Maintenant, ce même code a été donné à ma fonction. Alors ici, quand je donne un code comme ça à la fonction, vous voyez, exécuter un plantable, ça peut prendre du temps. Donc, ce qui peut être sympa avec les fonctions, c'est quand vous avez un code assez long qui tourne, vous pouvez aussi le rendre asynchrone. Okay, comme ça, la fonction s'exécute plus vite. Mais peu importe, aujourd'hui, les fonctions Oracle, on peut avoir des exécutions assez longues, donc ça pose pas de problème. Je vous parlais juste d'une optimisation ici que j'ai effectuée. Premier appel. Alors, premier appel, donc, pour effectuer cette fonction, la première fois, je me suis trompé d'application. Et la deuxième fois, ok, j'ai eu une erreur. Parfait. Tout simplement parce que dans les paramètres de la fonction, il y a le password, évidemment, de connexion du schéma. Et comme ce password a été modifié parce qu'il était périmé, bien évidemment, j'ai eu une erreur. À la suite de quoi, j'ai donné et j'ai modifié ce paramètre au niveau de la fonction. Et vous voyez ici, je donne l'exécution du select et j'invoque avec le client fonction fn invoke ma fonction et j'obtiens le résultat. Ça a été exécuté et tu as obtenu, ok, regarde ton email. C'est parfait. Okay. Donc là, vous voyez bien, je suis capable d'exécuter soit le code en direct, soit j'appelle la fonction, c'est beaucoup plus simple. Et je pourrais aussi, bien évidemment, proposer une optimisation, notamment avec un événement sur l'object storage qui récupérerait, dès qu'un fichier avec un select SQL arrive, un événement serait envoyé à la fonction qui récupérerait le select, ferait tourner la recommandation. Et donc, je pourrais mélanger finalement cet agent EI qui inspecte les mappings avec ce nouvel agent EI ici qui inspecte chaque SQL. En gros, l'agent EI inspectant les mappings trouverait les procédures à tester et les ordres SQL à tester et enverrait les ordres SQL à tester
sous forme de fichier sur l'object storage et la fonction se déclencherait. Donc à nouveau, vous voyez un vrai intérêt d'utiliser une fonction parce que le code EI est disponible pour tout le monde. Autre point, imaginons maintenant, je veux améliorer, c'est ça vraiment le point, je veux améliorer le comportement de cette étude SQL. Eh bien, je pourrais très bien améliorer ça, notamment en utilisant un autre agent. Alors, c'est-à-dire que pour cet agent autogène, je pourrais utiliser un agent GenEI. Vous avez vu qu'il y a un tool RAG, et dans ce tool RAG, eh bien, je lui donnerai notamment le beau PDF très complet de toute la doc d'optimisation du SQL. À partir de ce moment-là, je rajouterai juste un tool dans ce code. Ce tool appellerait cet agent, d'accord, pour lui donner le résultat de ce qui s'est passé avant, et de façon à voir si cet agent, avec toute la connaissance de la doc d'optimisation SQL, aurait une recommandation supplémentaire à faire. Donc, vous voyez que c'est toujours ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau d'une fonction, au lieu d'avoir un code statique, on a un code EI dynamique. Et de plus, ce code peut s'améliorer en fonction des outils que je lui donne. Okay. Voilà, j'en ai terminé avec ce deuxième exemple. Bien, on arrive donc à la troisième démo, qui est une démo dans un monde multilingue. Alors, le cas d'utilisation du client, c'est un client qui vend un logiciel donc en SaaS et qui a un chatbot de support. Alors après, les gens qui interviennent au niveau du support en live ne parlent pas la même langue que les clients. Donc pour le coup, au niveau du chatbot, on doit avoir une traduction automatique de la langue du client vers la langue de la personne au support et du support vers la langue du client. Et initialement, ces traductions sur la partie allemand, donc soit traduction vers l'allemand ou traduction depuis l'allemand vers un autre langage, eh bien, ces traductions se sont montrées très faibles. Donc, on a simplement proposé la création d'une API REST qui peut être utilisée donc de n'importe où et a priori qui peut être utilisée très facilement depuis le chatbot lorsque quelqu'un envoie un message, quelqu'un reçoit un message. Et donc, cette API utilise un modèle. Et bien évidemment, on a choisi un modèle Oracle, OCI, GenEI, avec plusieurs modèles possibles. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, c'est le modèle qui va proposer la traduction, mais qu'on va pouvoir enrichir finalement le contexte. Alors, en l'occurrence, l'enrichissement ici par rapport à la traduction, eh bien, va venir principalement d'un glossaire qui est fourni par le client. Comme c'est un logiciel qui intervient dans un domaine fonctionnel particulier, le client a des traductions spécifiques pour certains mots. Donc, par exemple, ce mot en allemand doit être traduit de cette façon-là dans tel langage. Okay. Et à ce moment-là, ce glossaire est utilisé en priorité avant le modèle qui doit effectuer la traduction. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique. Étant donné que c'est un client business et que c'est pas un client technique, pour le coup, on doit proposer un déploiement très simple. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi d'implémenter, bien évidemment, ce code en Python, d'utiliser le OCI SDK pour créer finalement ce code qui travaille avec le glossaire et le modèle derrière, et on déploie ce code sous forme d'une API REST en utilisant ici, je vais vous montrer deux éléments. Le premier est Fast API, okay, donc pour avoir un service REST en Python. Et le deuxième, c'est le serveur, web server Python qui va déployer cette API REST. Okay, donc, quelque chose de très classique. Le code est donc fait en Python. On crée une image, bien évidemment une image Docker, pour déployer très simplement ce code sur ce qu'on appelle container instance, donc qui est finalement un service
de compute un peu serverless qui permet de déployer très simplement une image et de l'exposer à un client, donc via un load balancer en frontal par exemple. OK. On a utilisé aussi Resource Stack Manager pour automatiser la création de la stack Terraform qui va créer la container instance, le load balancer, et on verra autre chose potentiellement. Et pour ce code, bien évidemment, on a utilisé le CI SDK pour travailler avec GenAI. Allez, on part sur la démo. Je vous montre juste le code. C'est un code standard ici. Hein. Code standard d'appel d'un OCI GenAI. Très bien. Exposé via un service REST Fast API et tourné dans, finalement, un serveur UVCorn. Voilà. Et je déploie l'image sur la registrie Oracle, OCI Registry. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appeler ce code. Juste pour vous montrer comment fonctionne cette API REST. Donc voilà, par exemple, ici, si j'appelle directement le load balancer en frontal, traduite-moi cette phrase de l'anglais vers l'espagnol. Très bien, ça fonctionne. Ici, on voit que j'ai mis en place une API Gateway en frontal du load balancer, okay, pour avoir un certain nombre de fonctionnalités. Alors là, si j'appelle l'API Gateway, déjà on voit que j'ai de l'HTTPS, okay, au lieu de l'HTTP. Et puis, ce qui va être vraiment intéressant ici, donc si je vais directement au niveau de mon environnement cloud, donc je vois effectivement les containers instances qui sont déployés et qui hébergent le code de ce qu'on a appelé l'OCI Translator, okay, donc finalement une traduction EI via un modèle, pardon. On a 2 containers instances pour avoir de la haute dispo. Si un container crash, eh bien, j'aurai toujours un qui pourra faire la traduction. On a créé directement ces containers instances et le load balancer via une stack Terraform. Et en frontal, on peut ajouter une gateway ici. Alors, cette gateway, elle va rajouter le côté HTTPS, mais surtout, elle va gérer la sécurité. Donc, on n'a pas besoin d'implémenter la sécurité. Si je regarde le déploiement ici au niveau de la sécurité et que je regarde l'authentification, eh bien, on voit ici, pour l'instant, moi, pour la démo, j'ai pas mis d'authentification, mais que je pourrais rajouter très facilement une authentification au hôte avec différentes options ici, devant ce service. Ou alors, je peux rajouter quelque chose de plus simple, parce que c'est vrai que avoir un user qui va obtenir un token pour appeler l'API, on voit bien que c'est une API purement technique. Ici, on pourrait juste implémenter un secret au niveau du header d'appel du web service. Et dans ce cas-là, on mettrait simplement, on déclarerait ce header ici au niveau de la gateway. Et la gateway vérifierait si le header est OK ou pas. D'accord, avant de permettre d'atteindre le service. Cette gateway, donc, elle va rajouter API Gateway de la sécurité au-dessus de l'API REST. Et puis, on peut aussi faire, on peut limiter la charge, c'est-à-dire qu'on peut limiter le nombre d'appels ici au service. Cet appel de service, si je regarde un petit peu le code ici, vous voyez que j'ai lancé un petit load avec 20 users virtuels en utilisant l'outil de charge de Grafana qui s'appelle K6, super outil. On voit que le percentage 90 ici, j'ai 460 millisecondes, voilà, de temps de réponse. En gros, c'est très intéressant parce que cette architecture, le temps de réponse est assez élevé, mais c'est une traduction via un modèle. Sachez, en retour d'expérience, qu'on a amélioré le code pour le service REST Python, on a augmenté le nombre de workers du VCorn pour avoir plusieurs process qui tournent en parallèle. On a mis ce service REST avec une méthode asynchrone pour avoir un worker qui traite plusieurs requêtes en même temps, etc. On a fait du cache de la partie authentification par rapport à l'OCI SDK, etc., etc. Et tout ce super travail ne sert à rien, tout simplement parce que la performance vient du modèle. Vous voyez qu'ici, là, c'est 400 millisecondes, donc comparé à toutes les optimisations faites en Python, finalement, c'est pas très, très utile. Donc ça, c'était intéressant pour nous de voir ce point-là, que finalement, mais c'était vraiment ici la partie modèle LLM qui drive la performance en temps de réponse et pas du tout
la partie code Python, ni la partie serveur REST, ni la partie serveur Python. Okay, pour déployer ça, alors, on a une stack Terraform ici qui a été créée. Alors, c'est sûr qu'un utilisateur de type business n'a pas envie de se mettre à Terraform. Okay, donc, cette stack, on doit trouver un moyen de la faire utiliser très simplement à un profil moins technique. Alors, c'est assez simple, en fait. Vous prenez la stack Terraform ici avec les fichiers TF, qui a été organisé sur plusieurs modules. On a un module pour le load balancer, un module pour container instance. On pourrait rajouter un module pour l'API Gateway que j'ai créé à la main. Ce serait très simple aussi. En fait, on va faire un zip et on va proposer ça via une URL. Si on regarde un exemple d'URL ici, voilà, donc je suis sur ce projet, on voit que en fait, la partie zip contenant la partie Terraform a été déployée sous forme eh bien, au niveau d'une release, okay, sur GitHub, release 1.0 ici. Et quand je clique ici sur le bouton, la magie opère, je me retrouve directement sur Resource Stack Manager, Terraform as a Service d'OCI, ok, et je vais pouvoir directement remplir les petites cases qui vont bien. Voilà, donc je vais remplir toutes les informations ici, et je vais lancer Run, et le résultat me donnera donc une stack avec un job qui va tourner automatiquement et qui me permettra tout simplement d'avoir mon déploiement automatique ici de Container Instance. De la même façon, ici sur cette stack, si je fais un delete, donc je run un job de type delete, je vais détruire toute l'infrastructure. Vous voyez qu'avec un seul clic bouton, c'est vraiment assez sympa. On déploie quelque chose d'assez conséquent et qui contient un peu de technique. Et ça permet du coup de faciliter un déploiement en embarquant ça, ce code d'automatisation sous forme Terraform, dans un zip complet, de façon à ce qu'on n'ait plus qu'à remplir les variables. On utilise souvent ça chez Oracle, par exemple, c'est utilisé sur la stack officielle de Kubernetes pour créer un cluster Kubernetes. OK ? Eh bien, écoutez, voilà, un cas d'utilisation à nouveau assez sympa, qui va permettre d'avoir des traductions mieux adaptées, notamment vis-à-vis de la langue allemande. La demande d'amélioration du client par rapport à la présentation, eh bien, c'est d'avoir quelque chose de plus dynamique au niveau du glossaire. Vous voyez qu'au départ, on a proposé un glossaire sous forme de fichier JSON. Et bien évidemment, le glossaire chez le client va évoluer régulièrement. Donc, ce qu'on va faire, on va implémenter ce glossaire directement sous la forme d'un fichier qu'on posera au niveau d'OCI Object Storage et on aura un cron job qui va chercher le glossaire automatiquement. Et ce client business n'aura plus qu'à poser un fichier sur Object Storage pour avoir un beau glossaire mis à jour. Bien, on arrive sur une nouvelle démo dans un monde multi-cloud. Et là, il s'agit d'utiliser un MCP server déployé sur notre Kubernetes managé. OK. Alors, le cas d'utilisation, c'est assez simple. On va déployer un code EI n'importe où grâce à OKE et on va pouvoir l'utiliser depuis n'importe où. Alors, on voit que pour notre offre autour de Kubernetes, on a plusieurs types ici de possibilités. Et bien évidemment, c'est la dernière ici, les virtual nodes, qui est vraiment intéressante parce que là, on va déployer en gros un container qui va contenir un serveur MCP qui va fournir des méthodes et qui va être utilisé comme tool depuis un agent. Donc rien de mieux que de ne rien avoir à faire et de ne rien gérer, puisque avec Virtual Node sur OKE, on ne veut pas gérer de virtual machine, à l'inverse de Managed Node. Tout ça va se créer automatiquement. OK ? Alors, on va regarder ici la partie, on va regarder la partie Cloud Environment, qui est là, parfait. Donc, vous voyez un serveur Kubernetes ici sur le Cloud Oracle. Il a un node managed pool, donc avec des VM ici, mais le déploiement
a été effectué sur un node pool. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, au niveau du node pool, on voit ici un worker node. Mais en fait, c'est un terme un petit peu perturbant, dans le sens où c'est juste un provider d'exécution, de création d'environnement serverless. Et il faut savoir que derrière Kubernetes serverless, on va trouver en fait des containers instances, donc des VM serverless créés par container instance. Donc finalement, c'est un provider ici d'exécution, de création de container instance. Et c'est pas du tout un node physique comme on pourrait le croire, ou comme ici, où on a bien deux VM qui tournent sur ce node pool managé. Okay. Si on regarde le code ici, alors le code, tout simple, qu'est-ce qui a été utilisé? FastMCP, donc une librairie qui permet de construire très facilement en Python des MCP serveurs des clients. Je vous rappelle que du coup, un agent pourra utiliser un tool qui appelle du coup du MCP derrière. Hein. Donc ça c'est assez simple. Donc c'est vraiment sympa à utiliser. Ça permet du coup de déployer le code OI où on veut. Ici, le code a été réalisé en Python. Donc on a un exemple très rapidement ici. On a donc le code du serveur MCP en Python et on a un code test MCP client pour l'appeler. Okay. Premier test ici, il tourne en local. Okay. Donc on fait tourner l'appel d'un client ici. Alors tout simplement ici, c'est un use case très simple. On peut imaginer que si vous avez créé une formation, par exemple technique déployée sur Udemy, et puis vous avez créé un agent AI qui contient le contenu de votre formation, et vous avez envie d'avoir un accès réservé uniquement aux utilisateurs de votre formation. Donc ça veut dire que finalement le serveur MCP, il va d'abord vérifier l'email et d'abord vérifier que cet utilisateur est autorisé pour appeler et faire cette discussion avec votre agent AI. Donc là, appel depuis un email autorisé, hello Alice, c'est OK, comment ça va aujourd'hui? Et puis du coup, là, on a une réponse. Et appel depuis un email non autorisé, accès non autorisé, hein, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, création de l'image Docker, avec le Dockerfile qui est là, très bien. Déploiement tout simplement sur la registrie d'OCI, et puis un déploiement avec un fichier YAML directement sur le serveur Kubernetes, donc du pur standard. Okay. Une fois que c'est déployé, on voit ici MyMCP Server Deployment, il tourne, et en frontal, on a un service kube qui se retrouve sous la forme d'un load balancer OCI, donc avec une adresse IP. Alors vous voyez qu'il a été appelé ici. Alors comment il a été appelé? Par ce troisième test. Ici, si on regarde ce troisième test, où j'ai mon client Secure Remote qui appelle cette fois directement l'URL du load balancer sur Kubernetes. Alors, je peux vous montrer l'adresse IP du load balancer, puisque de toute manière, je vais détruire ce déploiement dans 2 minutes. Et tout ça fonctionne parfaitement. Donc, ça veut vraiment dire qu'en fait, on peut avoir un code AI déployé, un tool, utilisé comme tool, déployé n'importe où sur OKE, accessible depuis n'importe où. Et après, vous sécurisez l'accès comme vous voulez. Et c'est vraiment très puissant. Sachez que ça, c'est vraiment pour déployer un tool spécifique, vraiment nécessaire pour votre projet particulier, à un contexte d'entreprise ou d'application, mais qu'il existe des tonnes et des tonnes et des milliers de serveurs MCP qui sont prêts à être utilisés directement, sans rien coder. Vous avez juste à les démarrer. La plupart du temps, ces serveurs MCP sont utilisés en local de l'agent, c'est-à-dire que l'agent démarre et utilise le serveur MCP en interne et appelle les fonctions et les tools qui sont là pour les utiliser. Mais vous pouvez aussi, comme vous voyez, appeler un serveur MCP en remote. Donc, du coup, faire finalement de l'EI multi-cloud et des déploiements multi-cloud. Okay. Bien, on passe à la démo dans un monde opérationnel. DevOps, ici Ops, est donc un agent de compliance d'un cluster Kubernetes déployé sur le cloud Oracle.
Alors, pourquoi vérifier la compliance d'un cluster Kubernetes déployé sur le cloud Oracle? Eh bien, parce que simplement, il y a pas mal de prérequis, notamment sur les réseaux, les sous-réseaux, etc., à appliquer. Et donc, il faut faire attention. Et pour le coup, c'est vraiment très intéressant d'avoir un agent qui va vérifier à la fois des prérequis décrits dans la doc et à la fois des prérequis décrits qui sont décrits par les experts, hein, donc les experts de mon groupe. On va utiliser un serveur MCP Kubernetes qui est capable de se connecter directement au cluster Kubernetes, donc c'est top. On va utiliser un modèle OCI EI et un super framework pour implémenter tout ça. LangChain, une suite d'outils hyper riche, hyper réputés, vraiment au top. Oracle a d'ailleurs développé notamment les interfaces LangChain pour OCI. Donc, voilà, bel effort d'Oracle sur ce framework. Donc du coup, Oracle, OCI, LangChain, c'est top. LangGraph, c'est le framework qui permet de designer des graphes d'agents qui travaillent ensemble. Donc, ça aussi, vraiment bien. Et si on veut monitorer, Langsmith, donc totalement intégré au niveau monitoring avec cette offre. Alors OCI, c'est très riche aussi en monitoring, mais là, on a un trio, LangChain, LangGraph, Langsmith, vraiment qui fait tout et qui est très réputé. Alors comment cette partie-là, voilà, comment ça a été implémenté aujourd'hui, cette partie-là? Alors on a un cluster ici Kubernetes. Vous voyez bien qu'il a été déployé dans un sous-réseau privé, donc le contrôle plane n'est pas accessible. C'est pour ça que j'ai utilisé un bastion ici, un bastion pour accéder au contrôle plane, donc totalement sécurisé ici. Et lorsque on a créé ce cluster Kubernetes, on a aussi créé un VCN, donc un Virtual Cloud Network qui s'appelle VCN OKE EDES. Tout ça a été créé par une stack officielle, d'accord? Donc cette stack officielle, elle est là. Vous pouvez la trouver évidemment sur GitHub. Celle-ci, c'est celle qui a été effectuée et réalisée par les experts Europe pour simplifier la stack officielle qui est très très riche. Donc celle-là est beaucoup moins riche, mais est vraiment suffisante. C'est quasiment celle qu'on utilise tout le temps. Donc c'est un sous-ensemble de la stack officielle. Donc ça reste un sous-ensemble officiel avec des boutons de clic de déploiement automatique vers Stack Resource Manager, qui est notre service Terraform as a Service, où je vais pouvoir créer directement le réseau, le control plane, le data plane, en cliquant sur des boutons et en renseignant des paramètres. Une fois que tout ça est dit, en fait, il faut savoir que cette stack, elle suit les prérequis donnés par Oracle. Attention, pour un réseau. Donc, si vous utilisez un réseau déjà créé, que vous voulez mettre un cluster Kubernetes dessus, énormément de règles à implémenter. Donc, en général, c'est une mauvaise idée. Donc, en général, ou si vous créez évidemment votre propre stack, vous devez implémenter tout ça. Bon, la bonne idée, c'est de créer la stack officielle et je vais vous montrer ce que donne le rapport sur une stack, ici, évidemment, officielle. Si on regarde le code, d'accord, LangChain, LangGraph utilisé, rappelez-vous toujours la même architecture, un agent qui utilise derrière un modèle, EI, LLM, ok, et qui a des tools. Ici, vous voyez qu'un certain nombre de tools ont été créés. Par exemple, un tool qui va aller rechercher tous les prérequis, d'accord, OKE prérequis fetcher, tous les prérequis de la doc officielle Oracle sur Internet. Un tool qui va se connecter pour obtenir des informations sur le réseau utilisé par le cluster OKE. Un tool qui va se connecter pour obtenir des infos sur le node pool et les nodes du cluster OKE. Enfin, un fichier donné par les experts qui décrit pourquoi il y a telle règle et pourquoi c'est intéressant de l'avoir, et des recommandations des experts. Okay, une fois que je fais tourner ce code, sachant que, initialement, j'ai lancé mon serveur MCP, ici en local, qui est capable de se connecter à mon cluster OKE et qui possède ici 11 tools, d'accord, d'interrogation. Alors, donne-moi les PVC, donne-moi les nodes, donne-moi les pods, etc., etc. Et vous vous en doutez, eh bien, ce serveur MCP a été généré par un agent IA en 5 minutes.
Donc c'était vraiment très très simple. Il est déployé en local, mais vous savez maintenant avec la démo précédente qu'on peut le déployer n'importe où, sur Container Instance ou sur OKE. Ou sur OKE. OK, donc là, l'agent a tourné, a fait ses étapes de vérification 1, 2, 3, 4 et a généré un rapport. Regardons un petit peu le rapport. Voilà. Le rapport, il est là, de compliance, évidemment avec le warning, parce que ça peut avoir des erreurs, parce que à chaque fois qu'on tourne, on n'a pas forcément le même résultat. Cet agent, c'est une implémentation V1, donc il est en cours finalement de développement et de test. Voilà, on l'utilise déjà. Pour ma part, je l'utilise sur des cas clients, lorsque des clusters ont des comportements qui ne sont pas adaptés. Et puis, je me demande, est-ce que vous avez fait les prérequis? Et il n'y a pas de réponse derrière. Donc, c'est une bonne manière de vérifier. On voit qu'ici, par exemple, quand on compare le réseau par rapport à la Docker, donc le réseau du cluster Kubernetes par rapport à la Docker, waouh, ce cluster, il est propre. C'est normal, il a été créé par la stack officielle. Quand on regarde les recommandations des experts, parfait, tout est suivi, sauf une. On voit que là, on a un node pool avec seulement 2 nœuds, alors qu'en général, il est recommandé d'avoir un minimum de 3. Parfait. OK. Quand on voit ici aussi qu'on regarde et qu'on inspecte la stack Terraform qui a été utilisée pour créer le cluster, on voit qu'elle est propre. Ça tombe bien, c'est la stack officielle. Mais si un client utilise sa propre stack, du coup, on pourra trouver ici des anomalies. Et puis, une petite vérification supplémentaire par rapport à UDP au cas où. C'est rarement nécessaire, mais voilà, on se consacre plutôt aux vérifications par rapport à TCP, mais c'est possible aussi d'avoir un rapport sur UDP. Alors, vous voyez, j'ai un rapport qui est parfait, qui est visuel, qui est traité païen. Imaginez maintenant un client en production qui a plein de cluster cubes, qui a DDB, qui a DVM, qui a etc. et qui a tout un tas de prérequis à vérifier par rapport à ce qui a été défini dans l'entreprise, dans le projet ou sur un service cloud. Vous voyez bien que c'est quand même très intéressant d'utiliser cette notion d'agent pour vérifier tous les prérequis, à la fois les prérequis techniques et à la fois des prérequis venant d'experts ou d'équipes internes. Et là, vous avez un premier jet qui va vous permettre de contrôler tout ça sans rien faire et de recevoir les résultats. Et bien évidemment, c'est vraiment top. Et là, vous voyez vraiment l'utilisation de frameworks complets, LangChain, LangGraph, Langsmith, couplé à un MCP qui est capable de se connecter à Kube. Vous voyez toute la puissance de cette architecture, de cet agent exécuteur qui utilise des tools et qui va vous permettre de faire des fonctionnalités super évoluées et va vous faire gagner énormément de temps. Voilà pour cette démo. OK, on arrive désormais à la fin de cette présentation. La conclusion, déployez votre solution agentique, agent AI. La solution la moins chère du marché, c'est Oracle d'infrastructure. On a plein de services serverless que vous pouvez utiliser, à la fois du serverless Kubernetes, du container instance, du function. OK ? Avec en plus tous les services de monitoring, de sécurité, de logging, etc., etc. Et s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est qu'évidemment, déployer un agent AI, il faut penser container, manger container, dormir container et recommencer. Okay. Pareil, le même but pour tout. Okay. Le but, vous plus le AI, meilleur que le AI. Okay. Donc, vous avez toutes les certifications Oracle AI Training que vous pouvez faire. Et c'est pareil, une fonction plus AI, meilleure que le AI. Ça gère l'événementiel, très simple. Container instance plus AI, meilleur que le AI. OKE plus AI, meilleur que le AI, etc. Vous avez compris le concept. Aujourd'hui, la question ne se pose pas de est-ce qu'on utilise ou pas le AI. Et la bonne nouvelle, c'est pas mal de nouveautés sur la partie générative AI modèle qui maintenant est totalement compatible
avec les API OpenAI. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que si je mets, et ça c'est la tendance du marché qui a été prise dès le départ par certains et non par d'autres, et les autres ils viennent forcément. Pourquoi? Parce que si je suis compatible OpenAI, API, alors je vais pouvoir être utilisé depuis n'importe quel framework du marché. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. L'autre point, directement, d'accord? Donc pas via un serveur MCP, pas via un tools, pas etc. Hein, vraiment directement. Ça, c'est vraiment top. Et puis, bien évidemment, vous voyez que les modèles qu'on va supporter s'enrichissent énormément. Donc ça, c'est voilà. Donc les efforts d'Oracle autour de l'OI sont juste incroyables. Et je termine là-dessus avec quand même juste un petit rappel, c'est que vous pouvez revoir ces vidéos et d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. OK? Merci à tous pour votre attention durant cette conférence.